Donc pour cet atelier assez protéiforme, du coup, sous le nom de communication orale, on va avoir plusieurs présentations. Ce qu'on vous propose, c'est qu'il y ait les présentations et à la fin de chaque présentation, un petit temps de questions, si vous souhaitez, d'interaction avec la personne qui a présenté. Voilà, de telle manière à pouvoir avoir des temps un peu spécifiques dans la mesure où les sujets sont assez divers, même si on peut retrouver des points communs si on cherche sur certaines présentations. Donc, tout d'abord, je vais passer la parole à Ewen Kervadec. Alors, c'est un plaisir parce qu'on a des intérêts et des passions communes. Mais Ewen est psychiatre et biostatisticien. Il est chef de clinique universitaire à l'hôpital Paul Brousse à la PHP, en psychiatrie et en addictologie. Et il travaille à l'heure actuelle sur les applications thérapeutiques des substances psychédéliques. Voilà, vous voyez un peu nos intérêts communs. Et aussi sur des modélisations mathématiques autour des addictions. Et notamment, donc, il va nous présenter, enfin, Ewen, tu vas nous présenter une analyse de la cohorte Addictaki, qui, à ma connaissance, est peut-être la plus importante cohorte de patients consommateurs de psychotropes en France, avec quelque chose de l'ordre de peut-être 6000 patients. Et je crois que tu travailles sur un échantillon de plusieurs centaines de patients. Donc voilà, je te laisse une quinzaine de minutes pour nous présenter ton travail. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, avant de commencer, je voudrais remercier le professeur Marc-Aurélien Combe et les organisateurs de la THS pour m'avoir permis de faire cette présentation auprès de vous aujourd'hui. Je vais donc vous parler de la modélisation biostatistique des addictions, en particulier par le rapport longitudinal, c'est-à-dire quand on s'intéresse un petit peu plus à voir dans la durée ce qui se passe. Et puis comme Alexandre l'a expliqué, ça va porter sur des données de la cohorte addiction Aquitaine. En fait, c'est un travail que j'ai réalisé au cours de l'année passée dans le cadre d'un master en biomathématiques qui s'est fait avec l'unité SAMPSI de l'université de Bordeaux. Bon, pour rappeler rapidement le contexte scientifique, ça vous le savez déjà, l'addiction c'est une pathologie neuropsychiatrique chronique qui est caractérisée par la perte de contrôle de l'usage d'une substance ou d'un comportement initialement gratifiant. Ça représente un enjeu majeur de santé publique en termes de morbimortalité. Et là où c'est particulier, c'est que l'addiction, en fin de compte, c'est une pathologie complexe qui est au carrefour, à l'interface de pas mal de domaines sociodémographiques, psychologiques, neuropsychiatriques, médico-somatiques. Et donc, on est là sur quelque chose qui s'éloigne plutôt des phénomènes classiques qu'on peut avoir en biologie, en médecine quantitative. Et donc, ça pose un certain nombre de challenges derrière quand on veut avoir des approches statistiques. De même, donc, même si les conséquences de ce trouble qu'est l'addiction peuvent différer en fonction de la substance ou du comportement impliqué, ces dernières années s'est développée une approche de l'addiction qui est plutôt basée sur les mécanismes sous-jacents communs, qui peuvent reposer sur des altérations du système décisionnel, des altérations du système motivationnel, des altérations au niveau neurobiologique fondamentalement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une approche transdiagnostique, où en fin de compte, on cherche à s'éloigner de la nature de l'objet qui est impliqué dans l'addiction. Le problème, c'est que la majorité des données dans le contexte addictologique, elles proviennent d'études transversales, d'études rétrospectives, et c'est surtout depuis le début des années 2000 que s'est progressivement imposé la nécessité de comprendre les addictions sur leur versant chronique. Néanmoins, à ce jour, la plupart des données longitudinales en addictologie, elles portent sur une population donnée ou alors sur une période d'âge donnée, sur une substance ou un comportement spécifique. Et on peut même avoir des études qui sont juste centrées sur un seul épisode de traitement. Donc on n'a pas trop de données sur le plus long terme. Et puis enfin, on a un manque de données sur une multiplicité de substances ou de comportements qui sont étudiés en même temps. Et donc là aussi, ça pose toujours des limites pour une vraie compréhension transdiagnostique de l'addiction. Donc la cohorte addiction Aquitaine, elle ambitionne justement de combler cette lacune scientifique en collectant de façon systématique des mesures similaires pour un ensemble de substances psychoactives ou de comportements qui sont potentiellement impliqués dans l'addiction. Ici, le but de ce travail, c'était de prendre cette position, cette hypothèse transdiagnostique, et de contribuer à la connaissance des dynamiques longitudinales des addictions. Pour cela, il y avait plusieurs objectifs dans ce travail. L'objectif principal, c'était de modéliser la trajectoire
globale de l'évolution de la consommation au cours du temps, et ce, indépendamment de la nature de l'objet d'addiction. Et dans une deuxième partie, il s'agissait d'identifier des profils typiques d'évolution, ainsi que les caractéristiques, quelles qu'elles soient, qui étaient associées à ces différents groupes avec des évolutions différenciées entre les patients. Donc, on a travaillé, comme on l'a dit, sur un sous-échantillon de la cohorte Addictaki, qui inclut des patients en demande de prise en charge spécialisée pour une diversité d'addictions, qui bénéficient en fait de mesures standardisées, répétées dans le temps au cours du suivi. Ici, l'analyse elle a porté sur 932 patients qui ont pu effectuer leur évaluation au cours des 3 premières visites au moins, sur les 18 premiers mois de suivi. Et c'est déjà compliqué d'avoir autant de patients en addictologie. La variable d'intérêt au cours de l'étude, on a choisi de travailler sur le nombre de jours de consommation au cours des 30 derniers jours pour l'objet d'addiction principale qui a motivé initialement la prise en charge. Donc on a considéré 7 groupes d'addictions principales. Il s'agit là, donc la variable d'intérêt, c'est une variable bornée, discrète, de type dénombrement, donc c'est forcément compris entre 0 et 30, et ça, pareil, ça pose un certain nombre de challenges du point de vue de la modélisation statistique. Je vais y revenir juste après. Par ailleurs, on avait d'autres variables explicatives qui étaient collectées par différents instruments. Ceux qui ont vu les présentations sur le craving ou la cohorte en ont déjà entendu parler, mais c'est essentiellement l'ASI, le MINI et le TSR. Donc pourquoi ça pose problème, cette variable d'intérêt? Parce qu'en fait, là, c'est déjà un petit aperçu de résultats, mais cette variable d'intérêt, elle présente une distribution particulière, puisque fortement bimodale. En fait, on voit qu'il y a une concentration des observations aux extrémités. Globalement, il y avait une majorité de patients qui, à chaque temps de mesure, soit ils présentaient une abstinence complète au cours des 30 derniers jours, ou soit, à l'inverse, ils avaient une consommation quotidienne. Et juste pour finir là-dessus, ça pose problème parce que en biostatistique, la plupart des modèles classiques qu'on utilise à l'heure actuelle, ils ont des hypothèses de distribution normale des données. Et donc, quand on n'utilise pas des modèles qui sont adaptés à la structure de nos données, on fait des inférences incorrectes, on tire de mauvaises conclusions. Donc, il y a tout un enjeu derrière. Ce qu'on a utilisé comme modèle, c'est la partie la plus lourde en maths du topo, je vous rassure. Ce qu'on a utilisé comme modèle, ça s'appelle un modèle linéaire généralisé à effet mixte. Effet mixte, puisqu'en fait, ça permet de prendre en considération la dépendance des mesures répétées dans le temps au sein d'un même individu, donc pour avoir l'effet du temps au long terme. Et ce qu'on a modélisé, ce qu'on a cherché à calculer, c'est une probabilité de consommation journalière. En fait, chaque individu, il est considéré comme une agrégation de 30 épreuves de Bernoulli. Alors, si vous avez des souvenirs de biostatistiques, même si lointains, une épreuve de Bernoulli, en fait, c'est une épreuve où c'est soit j'ai 0, soit j'ai 1. En fait, ici, c'est soit j'ai consommé, soit j'ai pas consommé. À chaque jour, on répète cette épreuve de Bernoulli. Et donc, en fait, notre variable d'intérêt ici, c'est une répétition de ces 30 épreuves de Bernoulli. Et on va chercher, en fait, à estimer cette probabilité journalière de consommation. Il y a un effet du temps qui est modélisé par ce qu'on appelle une spline cubique naturelle. Bon, globalement, ça permet juste d'avoir un modèle qui n'est pas strictement linéaire, ce n'est pas juste une droite, ça permet de mieux capter les variations au cours du temps avec une trajectoire qui est plus souple. Et on va voir que c'est absolument nécessaire pour des patients en addictologie qui n'ont pas du tout des évolutions linéaires. Je passe le reste des détails techniques. Dans un deuxième temps, pour la question des groupes qui avaient une évolution différente, des profils d'évolution typiques différents, on ne pouvait pas utiliser les méthodes paramétriques classiques, justement à cause de la distribution de nos données avec l'accumulation là aux deux extrémités. Donc on a utilisé une approche en fait, d'apprentissage automatique, de machine learning. C'est un algorithme qui s'appelle KML, pour K-means clustering. L'algorithme, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va répartir et créer des groupes en regroupant les trajectoires qui sont les plus similaires entre elles. Donc, c'est juste un algorithme de clustering. Et en fait, ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a fait des régressions logistiques univariées puis multivariées pour comparer les différents clusters qu'on a obtenus. En termes de résultats, on a un échantillon avec une grande variété d'addictions tout de même, principalement l'alcool et les opioïdes. Les patients concernés, ils étaient surtout des hommes avec un âge moyen autour de 40 ans, pas mal de problématiques judiciaires. Et puis à noter surtout, on avait près d'un quart de l'échantillon qui rapportait une polyconsommation jugée problématique. Et donc ça, c'est encore tout un aspect que malheureusement, on ne peut pas trop capturer quand on a un modèle qui s'intéresse à une seule question donnée, à une seule variable d'intérêt. Au niveau des résultats, pour le modèle longitudinal paramétrique qui cherche à voir l'évolution globale au cours du temps, on retrouve une diminution qui est marquée au cours du suivi, et puis après les 6 premiers mois, une phase de stabilisation. À noter qu'il y avait une très très forte variabilité interindividuelle
au niveau initial de la consommation et également au niveau du temps. Mais globalement, sur l'ensemble de l'échantillon, on retrouvait une diminution de la consommation indépendamment de l'objet d'addiction principale. Quand on cherchait à comparer les groupes d'addiction impliqués, on avait une probabilité de consommation à baseline qui était plus importante pour le tabac ou le cannabis, par exemple. Mais pareil, très grosse variabilité interindividuelle au sein des groupes, ce qui fait que c'est difficile de faire ressortir des différences franches en fonction de l'addiction principale. Alors, je vois qu'en fait, mon graphique a été bouffé par le PowerPoint ici. Ouais. Alors, attendez, je vais essayer juste un autre truc. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Ouais, on va s'en sortir comme ça. Bon, c'est le PowerPoint du PC ici qui a bouffé mon graphique. Ça, c'est le principal résultat en longitudinal. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en violet, vous avez le groupe opiacé qui montre une diminution bien plus marquée au cours du temps que les autres groupes d'addiction. Ou par exemple, pour le groupe cannabis et le groupe tabac, on a une consommation qui reste bien plus persistante au cours du temps. À noter quand même sur les données brutes, parce que chaque courbe ici, ça représente un individu, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur des trajectoires linéaires, on a des trajectoires qui zigzaguent en fait beaucoup d'un extrême à l'autre, soit abstinence complète, soit consommation quotidienne, et puis toute cette variabilité entre ces deux extrêmes, qui en fin de compte est très difficile à capter par les modèles paramétriques classiques de statistiques. Pour l'autre schéma, alors, je suis désolé du coup, hein, j'improvise. Voilà les deux clusters qu'on retrouvait. L'algorithme de partition, en fait, il faisait sortir deux clusters. Un cluster qu'on a décrit comme un cluster d'amélioration rapide, de décroissance rapide, et puis un cluster de consommation persistante. Je vais revenir sur les diapos d'avant, comme ça on aura le texte, à défaut d'avoir les schémas. Voilà. Au niveau de la comparaison des clusters, sur la régression logistique multivariée, en fait, en univarié, il y avait pas mal de comparaisons qui étaient statistiquement significatives, mais en multivarié, malheureusement, il y a peu de choses qui ressortaient. Il y avait principalement l'âge et les comorbidités somatiques qui étaient associés à une probabilité plus élevée d'appartenir au groupe de consommation persistante. Et puis en fait, les variables qui avaient la plus forte association à une probabilité élevée d'être dans le groupe de consommation persistante, c'était surtout la nature de l'addiction impliquée. Donc le tabac et le cannabis, c'était fortement associé au groupe de consommation persistante, tandis que les opiacés, notamment les stimulants, c'était associé au groupe de décroissance plus rapide. Donc, ce travail, il montre l'utilité d'une modélisation globale des addictions, tout en montrant quand même la forte hétérogénéité entre les individus et les limites des modèles linéaires, comme j'ai dit, pour capter tout ce qui est les ruptures de continuité, les transitions abruptes qu'on voit dans le parcours des patients. L'approche transdiagnostique, elle permet donc de penser des modèles communs, mais on l'a vu, il y a certaines addictions qui évoluent de façon différentielle, soit en étant plus sensibles au traitement, ou à l'inverse, en s'intégrant dans des contextes plus résistants au traitement ou ritualisés, comme ça peut être le cas pour le tabac ou l'alcool. Le clustering longitudinal, lui, ça apporte une lecture complémentaire, mais comme on l'a vu, il y a peu de variables biopsychosociales qui ressortent vraiment comme discriminantes. Ça, c'est potentiellement en lien avec la forte hétérogénéité des individus au sein de chaque cluster, ce qui fait que ça limite fortement l'émergence d'un vrai signal d'association au-delà de la nature même de l'addiction impliquée. Donc bien sûr, ce travail, il a des limites évidentes, hein, j'en ai parlé de certaines. Il y a la question des données manquantes, du biais de sélection en lien avec les perdus de vue lors du suivi en contexte addictologique. On a utilisé ici une variable d'intérêt unidimensionnelle qui est forcément très réductionniste par rapport à un phénomène complexe comme l'addiction. Et puis d'autres travaux futurs pourraient venir enrichir ce travail en utilisant des modèles plus complexes, des modèles multi-états, des modèles conjoints. Et puis je reviens sur la nécessité d'intégrer mieux la polyaddiction. C'est là où certains des modèles que j'ai cités juste avant pourraient intervenir pour mieux capter ces trajectoires multiples qui concerneraient plusieurs substances, plusieurs comportements. Voilà, donc j'espère que j'ai réussi à vous convaincre un petit peu de l'intérêt d'un modèle bêta-binomial dans la modélisation des trajectoires de consommation en addictologie. Cette étude, en fin de compte, c'est surtout
une première étape exploratoire vers un usage plus régulier d'outils statistiques appropriés à la structure des données en addictologie, d'autant plus dans un cadre où, comme on l'a vu, il y a de multiples substances, il y a de multiples comportements impliqués. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ewen. Est-ce que certaines personnes ont des questions, des remarques par rapport à la présentation d'Ewen? Ah, une question. Merci beaucoup, Ewen. Alors du coup, comme il n'y a pas de questions, je me permets d'en poser une. Même si, bon, voilà, j'ai travaillé avec toi sur ce projet, donc savoir peut-être, alors je pense qu'on a compris, voilà, c'était un mémoire fait dans le cadre d'un Master 2 biostatistique, mais du coup, peut-être pour l'audience qui est là, savoir s'il y a des résultats ou pas du tout qui peuvent permettre d'orienter certaines approches cliniques par rapport aux patients en addictologie. Je dirais que ce travail-là, il renforce surtout l'idée que les traitements dans le cadre d'une addiction aux opioïdes, ça marche. Ça, c'est quand même le gros résultat. Mais bon, c'est pas une révolution. Hein. Mais ça vient quand même sur une cohorte comme ça le montrer. Malgré l'hétérogénéité, ça ressort quand même comme un très beau signal. Après, je pense que ce qui est intéressant, même si là, il y a du biais de sélection par rapport à la population d'études, mais le tabac, qu'au final, il y a une moindre efficacité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec les traitements disponibles, avec les substitutions nicotiniques, il y a une moindre efficacité, en fin de compte, pour une population de patients qui est suivie là, en XAPA. Donc plus de veille, je pense, sur ce sous-groupe de patients. Et puis, moi, le groupe cannabis, beaucoup de perdu de vue, en fait. Au cours de l'analyse, je mets ça aussi en avant, je trouve, c'est que les patients qui ont une problématique principale de cannabis n'accrochent pas du tout aux soins dans la durée, contrairement aux autres addictions qu'on peut voir là dans le cadre de ce travail. Peut-être, Ewen, j'en profite pour compléter les questions. Tout d'abord, moi, je trouve super intéressant le fait d'avoir des données longitudinales. C'est vrai que là, je prends ma casquette d'addicto-vigilant où sur la veille sanitaire, souvent, on est sur des données transversales. Et là, je trouve qu'il y a quand même une plus-value certaine à pouvoir évaluer sur la durée. En lien avec ça, je me demandais, quand tu parles de la variable principale là, sur l'objet d'addiction, en fait, si j'ai bien compris, principal, oui. C'est-à-dire que c'est lors de la première passation des questionnaires et ça reste cette même substance potentiellement qui est évaluée et donc potentiellement ça ne prend pas en compte des switches de consommation saturée de polyaddiction qui peuvent être au même moment, mais aussi des parcours de polyaddiction avec des changements de substances d'intérêt principal en fait. Ça ne prendrait pas en compte Oui, tout à fait. C'est un autre travail que j'aimerais faire avec la cohorte, en fin de compte, parce que c'est quelque chose que j'avais un peu exploré déjà pendant l'analyse. Où bien sûr, donc on a la variable d'intérêt ici, elle est définie pour l'objet d'addiction principal qui a motivé la prise en charge du patient. Donc le patient, il vient et on a une question du coup dans l'ASI où c'est vraiment c'est quoi l'addiction principale, voilà, qui est problématique pour vous à l'heure actuelle. Et évidemment qu'il y a des patients où là, au cours du suivi, on va continuer à regarder pour cette même addiction. Et il y en a certains, en fait, à la troisième évaluation, par exemple, certes, moi, dans mon modèle, je vais toujours prendre cette variable-là, mais eux, ils vont dire à ce moment-là que le tabac, c'est devenu leur addiction principale, problématique, ou que voilà, l'alcool, c'est devenu... Et sur un peu un travail exploratoire, j'avais regardé, et il y a énormément de patients qui changent. On avait fait un diagramme des flux, et c'est vraiment... ça évolue beaucoup, beaucoup, au cours même des 18 premiers mois, ça change beaucoup d'une addiction jugée comme principale d'un groupe à l'autre, quoi. Oui, et du coup, ce qui est intéressant par rapport à ça, je ne sais pas si on pourrait y répondre, mais c'est qu'on peut se demander si à 12 mois, par exemple, ce qui devient la substance principale, c'est le tabac, est-ce que c'est un transfert d'addiction vers le tabac ou c'est juste le fait qu'il y a la prise en charge qui a permis d'améliorer la première addiction et qui, du coup, libère, on va dire, de l'espace pour faire ressortir une problématique qui était déjà là, mais qui devient principale parce que tout le reste a diminué. Mais ça, voilà, faudra voir si on peut répondre à cette question ou pas avec les données. En fin de compte, c'est ce qui reste potentiellement pour des patients. C'est parce qu'ils sont obligés de... ils peuvent... Oui, ils peuvent dire non, ouais. Mais... ouais.
peut-être par ailleurs juste une toute petite dernière question, parce que je trouve ça vraiment super intéressant. Comme tu le précisais, c'est un public spécifique. Je me demandais si vous aviez projeté ou de pouvoir comparer avec des consommateurs non suivis sur l'évolution des consommations, finalement, pour se rendre compte si, en population, entre guillemets, générale de consommateurs, il y a aussi une diminution qu'on constate au fil des années, ou est-ce que tu as des points de littérature pour mettre en relief ou en parallèle, finalement, les parcours de consommation de patients non suivis versus ceux suivis par le XAPA de Bordeaux? Alors pour répliquer un travail comme ça hors population de patients, ça va être compliqué vu qu'il y a quand même un dispositif important au niveau attaché de recherche clinique, passation des évaluations, tout ça. Donc ça, j'ai du mal à le voir. Après, c'est les avantages de la cohorte Addict-Acquis, c'est-à-dire que ça regarde aussi toute une variété d'addictions. Donc ça fait beaucoup de questions et c'est ça qui fait qu'il y a peu en fin de compte de cohortes similaires à l'étranger, à l'international qui permettent vraiment de comparer. Et donc si on rajoute la problématique de le faire sur une population non suivie, voilà, ça me paraît compliqué. Donc désolé, j'ai pas vraiment de réponse. Désolée. Du coup, peut-être en complément, mais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, c'est que normalement la cohorte Addict-Acquis souhaitent suivre les individus, quel que soit leur devenir dans le soin. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils ont commencé la prise en charge, même si au bout de 3 mois, ils quittent la prise en charge, on réessaye de les évaluer à 6 mois, puis tous les 6 mois. Alors forcément, il y a une corrélation entre le fait d'être toujours là pour la recherche et le fait d'être toujours là pour le soin, parce que forcément, ça aide. Mais peut-être que parmi les suivis, si on fait 2 catégories, ceux qui sont toujours en soins et qui ont toujours été en soins depuis le début, et ceux qui ont lâché dès le début, qui pourraient être considérés, alors oui, ils ont déjà eu une prise en charge, mais qui pourraient être considérés comme des gens qui ne sont plus en soins. Et ça, l'info, on l'a. On pourrait peut-être explorer cette question-là. Merci, Ficha. Je vous propose qu'on passe à l'intervenante suivante, si ça vous va. J'ai pris bonne note. Et peut-être du coup, sans transition, quoique, je propose de passer la parole à Adélaïde Pladis, qui est chargée de projet à la coordination nationale des réseaux de microstructures et à Strasbourg, et qui est co-coordinatrice de l'étude Calliope. Donc Adélaïde va nous présenter cette étude sur les profils, besoins et satisfaction des femmes usagères de psychotropes suivies en XAPA. Et donc en effet, c'est assez intéressant, si je m'autorise une transition, c'est qu'on passe du point de vue des professionnels au point de vue des personnes suivies. Et c'est toujours très très riche. Je pense qu'on est souvent en déficit de ce genre de feedback. Et je ne veux pas spoiler, mais je crois que c'est une avant-première sur les résultats ou les premiers résultats de l'étude. Oui, merci beaucoup. Donc le point de vue, on l'aura pas tout de suite parce que ça sera plutôt dans le volet qualitatif dont les entretiens commenceront à être analysés au mois de novembre. Mais voilà, je vais déjà vous présenter les premiers résultats de l'étude Calliope qui vise dans l'étude donc des profils, des besoins et de la satisfaction des femmes usagères de substances psychoactives vis-à-vis des pratiques de soins. Donc l'étude est portée par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels issus de divers champs, que ce soit la recherche, universitaire ou encore associatif. Et donc j'ai préparé la présentation avec Perrine Roux qui est présente dans la salle. Et donc Perrine, n'hésite pas à intervenir pour compléter mon topo. Donc, tout d'abord, quelques éléments de contexte dans lesquels s'inscrit notre étude. Donc, les femmes consommatrices de substances psychoactives sont exposées à de nombreuses vulnérabilités, qu'elles soient sanitaires ou également sociales. Notamment, les femmes sont largement stigmatisées du fait de leur statut de femme, mais aussi de leur statut d'usagère. Et cela est un véritable frein à l'accès aux soins pour ce public que sont les femmes. En France, il existe plusieurs offres de soins pour la prise en charge des patients présentant des conduites addictives, avec donc d'une part les structures spécialisées, que ce soit les XAPA ou les services hospitaliers par exemple, et également la médecine de ville par l'intermédiaire de microstructures médicales. Donc, je vais peut-être rapidement vous définir ce qu'est une microstructure. Donc, c'est une équipe qui se crée autour d'un médecin généraliste, avec un ou une psychologue et aussi travailleur social qui interviennent au sein même du cabinet pour prendre en charge donc les patients, avec le médecin généraliste bien sûr, qui présente une addiction.
Donc finalement, les femmes en France sont encore peu présentes dans les structures de soins. En XAPA, elles représentent 20 à 30% de la file active, et en microstructure, elles peuvent représenter jusqu'à 50% de la patientèle suivie. Donc dans ce contexte, nous avons déployé notre étude, l'étude Calliope, dont l'objectif principal est d'étudier les parcours, la perception et la satisfaction vis-à-vis des soins des femmes suivies médicalement pour leur conduite addictive en XAPA ou en microstructure médicale. Et ensuite, les objectifs secondaires étaient donc d'étudier les profils des femmes, donc de comparer les caractéristiques selon les modalités de prise en charge, et d'étudier la perception des professionnels de santé intervenant dans ces prises en charge. Donc, je vais vous présenter maintenant la méthodologie de l'étude, avec tout d'abord la population de l'étude. Donc, étaient éligibles les femmes âgées de 18 ans ou plus, qui présentaient donc une dépendance aux substances psychoactives et qui étaient suivies depuis au moins 6 mois pour cela, donc soit en XAPA, soit en microstructure. Également, les femmes devaient habiter dans une des 4 régions d'investigation, puisque, en effet, les entretiens ont été réalisés au sein même des structures de soins. Et les régions donc, étaient le Grand Est, l'Île-de-France, l'Occitanie et PACA. En fait, il s'agit des régions où l'offre de soins en addictologie comprend à la fois des XAPA et également des microstructures. Voilà. Et enfin, donc, les femmes devaient comprendre et parler français. Donc pour répondre à nos objectifs, on a déployé une méthodologie mixte avec, dans un premier temps, une étude quantitative qui visait en la collecte de données via un questionnaire qu'on a bâti en équipe, et donc qui recensait un certain nombre d'items qui ont été regroupés dans les catégories listées ici, comme par exemple les caractéristiques sociales, donc bien sûr les consommations, les pratiques des femmes interrogées, les problèmes de santé, recours aux soins, et également par exemple les événements de vie négatifs. Donc ensuite, en parallèle, une étude qualitative a été menée. Elle consistait en la passation d'une part d'entretiens individuels avec les femmes qui ont été déjà vues à l'étape précédente lors de l'étude quantitative et qui ont accepté donc de se prêter au jeu des entretiens individuels, et également donc des entretiens collectifs avec les équipes de soignants. Donc ces différents entretiens permettaient de recueillir le témoignage des femmes, notamment un peu plus détaillé sur leur parcours, que ce soit dans le soin, dans les consommations, et également d'avoir un retour sur les pratiques des soignants concernant la prise en charge donc des femmes qui peuvent suivre dans leur structure. Donc oui, je vais vous présenter les premiers résultats de notre étude, donc en exclusivité, issus de l'étude quantitative, comme je disais. Donc pour l'échantillon de l'étude, donc entre le mois de novembre 2024 et le mois de juin 2025, donc les 2 chargés de mission qui ont été recrutés spécifiquement pour réaliser la collecte des données ont pu se déplacer en tout dans 20 XAPA et dans 16 microstructures. Elles y ont rencontré 134 femmes. Et au final, ce sont 120 femmes qui ont complété le questionnaire. Et parmi elles, 71% étaient suivies en XAPA et 29% en microstructure. Donc, concernant tout d'abord les caractéristiques sociodémographiques, donc on peut voir qu'il y a certaines différences donc, entre les 2 groupes, puisqu'on peut voir notamment qu'en comparaison aux femmes suivies en XAPA, celles en microstructure étaient plus âgées, étaient en plus grand nombre célibataires, puisque en effet elles déclaraient pour 71% d'entre elles ne pas avoir de partenaire au moment de l'étude. Et également donc, vivaient pour presque toutes d'entre elles dans un logement personnel, contrairement aux femmes suivies en XAPA qui, elles, pour les 2 tiers seulement, enfin quand même, mais vivaient dans un logement personnel. Donc ensuite, je vous ai mis d'autres informations. Donc il n'y a pas de différence entre les 2 groupes, mais c'était quand même intéressant pour connaître le statut des femmes, notamment sur le travail, où finalement au moment de l'étude, seulement 1/3 à peu près des femmes globalement avaient un travail. Et l'origine de leurs ressources était pour les 3/4 d'entre elles une allocation ou une pension.
Donc sur les principaux produits consommés, donc la... Ah pardon, ça a coupé. Ah oui, je l'ai pas vu. Ouais. Ah c'est là, pardon, tant que je comprenne. Je mets OK. Hein. OK. Donc oui, vous n'avez pas bien vu peut-être les chiffres avant. C'est OK. Donc merci. Sur les principaux produits consommés, donc globalement les femmes interrogées étaient polyconsommatrices avec comme principaux produits donc, le tabac, l'alcool, ensuite les benzodiazépines. On peut voir que là aussi il y a des différences entre les deux groupes, avec notamment les femmes suivies en XAPA qui pouvaient consommer davantage d'opiacés et de cannabis que les femmes suivies en microstructure, et tendaient aussi à consommer plus de benzodiazépines, pour près d'une femme sur deux. Là, c'est les pourcentages que je vous ai affichés sur le graphique. Mais voilà, la différence n'était pas significative. Donc ensuite, sur les antécédents de traitement, globalement, une femme sur deux avait déjà réalisé un sevrage alcool dans la vie, avec un peu plus de femmes suivies en XAPA pour 57% d'entre elles. Mais voilà, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Par contre, pour ce qui concerne les traitements de substitution aux opiacés, là, les femmes suivies en XAPA avaient pour 44% d'entre elles déjà été sous TSO dans leur vie. Et enfin, donc là, sans différence entre les deux groupes, mais avec un résultat intéressant aussi, puisque un grand nombre des femmes interrogées, pour 70% des femmes en XAPA et 79% en microstructure, prenaient un traitement pour d'autres problèmes de santé, en plus de leur prise en charge pour leurs addictions. Donc ensuite, sur la satisfaction et le recours aux soins, donc, le score de satisfaction vis-à-vis des soins donc, était semblable entre les deux groupes, bien que tendait à être un peu plus élevé en microstructure, mais voilà, c'est pas significatif. Par contre, pour ce qui concerne les professionnels de santé rencontrés, là, on peut voir qu'il y a des différences. Notamment, les femmes suivies en XAPA rencontraient surtout des médecins spécialistes, comme des addictologues, également psychiatres, beaucoup plus que les femmes suivies en microstructure. Et également un infirmier ou une infirmière. Les femmes suivies en microstructure, elles étaient beaucoup plus suivies par le médecin généraliste, qui paraît, voilà, ce qui est somme toute logique. Enfin, pour ce qui concerne les hospitalisations, les femmes suivies en XAPA tendaient à avoir eu dans l'année plus d'hospitalisations que les femmes suivies en microstructure. Et surtout, elles avaient beaucoup plus recours aux urgences, pour 47% d'entre elles, contre 24% pour les femmes suivies en microstructure. Et enfin, je terminerai par vous présenter quelques résultats qui concernent la santé sexuelle, parce que voilà, ils nous ont beaucoup surpris du fait de leur forte occurrence, avec notamment le fait que près de 3 femmes sur 4 avaient déclaré avoir déjà vécu une grossesse accidentelle ou non prévue, donc sans différence entre les deux groupes. Ensuite, pour ce qui est de moyens de contraception, finalement, peu de femmes avaient un moyen de contraception, en tout cas au moment de l'étude, avec 28% des femmes en XAPA et 24% des femmes en microstructure. Et enfin, concernant les violences sexuelles, là, on peut voir que 72% des femmes suivies en XAPA avaient déjà vécu un rapport sexuel non consenti dans la vie, ce qui est beaucoup plus que les femmes suivies en microstructure, mais là où le pourcentage est quand même élevé aussi, puisqu'une femme sur deux avait déjà vécu un tel événement dans leur vie. Donc, je vais passer à la discussion. Donc, comme je le disais, il s'agit des premiers chiffres issus du volet quantitatif, mais qui nous donnent quand même déjà des informations intéressantes sur les profils des femmes interrogées. On a pu voir que les profils étaient différents selon les modalités de prise en charge, que ce soit pour les caractéristiques sociodémographiques et les substances consommées. Et c'est vrai que pour nous, à la coordination nationale des réseaux de microstructures, finalement, c'est la première fois qu'on a des données comme ça pour avoir une image des femmes qui sont suivies en microstructure. Donc on a pu voir que les professionnels rencontrés, les accompagnements sont différents entre les deux groupes. Donc pour ce qui est de la satisfaction vis-à-vis des soins, donc c'était notre variable d'intérêt pour l'étude, mais voilà, finalement elle est semblable entre les deux groupes. Donc cela est dû à un petit effectif dans notre étude, mais nous espérons que les entretiens qualitatifs nous permettent d'avoir des résultats qui ressortent un peu à ce propos. Et enfin, donc, dernier résultat important, donc c'est les antécédents de violences sexuelles,
notamment chez les femmes suivies en XAPA, puisque 3 femmes sur 4 étaient concernées. Et pour les perspectives donc, à venir, pour nous, donc, il y a la poursuite des analyses quantitatives et surtout donc, les analyses des entretiens qualitatifs qui, nous l'espérons, permettront de mettre en lumière les spécificités d'accompagnement selon les modalités de suivi. Nous pensons que voilà, les résultats seront intéressants parce que les femmes interrogées ont largement partagé leurs expériences. On a plus de 50 heures d'enregistrement, donc je pense que voilà, il y aura des choses intéressantes à venir. Mais en attendant, je vous remercie pour votre attention et disponible pour les questions. Merci Adélaïde. Du coup, la parole circule. S'il y a des questions, des remarques par rapport à ces premiers résultats ou sur le projet global. Dans le questionnaire que vous avez fait, en fait, en termes de qualité des soins, voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être que la qualité de la relation soignante soit la même? Mais la question, c'est la peur qu'elles ont à venir dans nos structures. Et on peut imaginer qu'elles ont quand même moins peur d'aller chez leur médecin généraliste. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur la question de la sécurité, cette sensation qu'elles peuvent avoir d'être confortables en venant consulter? Oui, alors dans le questionnaire pour l'étude quantitative, là, on s'est basé sur des échelles. Donc là, je pense que ça permettait pas de recueillir ça. Mais dans le qualitatif, oui, voilà, je pense qu'elles ont pu largement le dire. La grille d'entretien, donc c'est des entretiens semi-dirigés, tendait un peu à aller vers ces informations-là. Et est-ce qu'elle vous donne des pistes en termes d'accompagnement? Est-ce qu'elle nous donne, parce qu'on se pose tous les mêmes questions, sur comment accueillir les femmes, faire des groupes, pas groupes, des moments dédiés, pas dédiés, et on sent que c'est difficile, c'est difficile à mettre en place. Donc est-ce qu'elle vous donne, est-ce qu'on aura des pistes? Oui, la dernière question dans la grille de l'entretien qualitatif, c'était justement de poser la question aux femmes interrogées sur ce qu'elles aimeraient avoir, qui changerait pour leur accompagnement, la prise en charge idéale selon elles. Donc je pense que oui, on devrait avoir des informations à ce sujet. On aura quand tous les résultats? Ça, l'année prochaine, ouais, je pense. Est-ce que je peux peut-être rajouter quelque chose? J'ai très hâte de connaître ces résultats. Juste par rapport à la question que vous vous posez, la littérature a mis en avant quand même une série de perspectives pour favoriser l'accompagnement des femmes, et il a été démontré que la non-mixité favorise la venue et la diminution du sentiment d'insécurité. Donc si vous avez l'opportunité de le mettre en place, sachez que ça fonctionne. Et souvent, en fait, sur la mise en place de ce genre de dispositif, pendant 1 an, il n'y a pas assez de recours. C'est-à-dire qu'il faut attendre au moins 1 an que les dispositifs soient connus. Et si on s'arrête avant, c'est pas que le dispositif prend pas, c'est qu'il n'est pas encore assez visible. Voilà. Mais du coup, il faut les budgets, il faut l'équipe. Enfin, c'est pas forcément facile. Alors, mais les expériences, c'est sur des temps dédiés, par exemple, des demi-journées femmes ou... Ça peut être ça, ça peut être... alors, c'est rare en France, mais sinon, des espaces entièrement dédiés, des structures intégralement dédiées aux femmes, par exemple, plutôt dans du communautaire. Mais sinon, ça va plutôt être soit des temps dans la semaine, soit des espaces qui vont être réservés. Ce qu'on a plutôt vu, c'est des temps qui sont dédiés. Il y a certains carules qui sont spécifiques femmes, mais on ne sait pas, je ne connais pas. Enfin, voilà, je connais pas. Il n'y a pas de carule intégralement spécifique femmes sur le long terme. Il y a un espace femme, mais qui appartient à un carré mixte. C'est pas un... Ouais. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Oui, c'est assez intéressant parce que, donc, comme on l'a dit, je suis belge et je suis aussi médecin généraliste et addictologue. Mais on a en tout cas les mêmes données en Belgique, voilà, des dernières études qu'on a fait au niveau quanti, parce qu'on a enfin pu faire un TDI dans les social santé et puis en médecine générale. Mais moi, je me posais la question, parce qu'une donnée qu'on n'a pas explorée, c'est la question des hospitalisations et l'accès aux urgences, qui est connue comme étant un recours plus fréquent dans les publics plus vulnérables. Et je pense que ce n'est pas le sujet de votre étude, mais ça m'intéressait de savoir s'il y avait une différence entre hommes et femmes dans ces recours. Il faudrait qu'on regarde. Ouais. Ça, on n'a pas le... C'est vrai que j'ai pas du tout... Oui, non, je ne sais pas s'il y a d'autres études que vous avez pu faire avant. Ah non,
Non, c'est la première Parce que étude. ça, voilà, ça c'est intéressant potentiellement. D'accord, ouais, je regarderai. Merci. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous différenciez en fonction de la géographie des microstructures? Parce que dans les problèmes de précarité des femmes, souvent, il y a aussi le fait de se déplacer. Et qui garde les enfants si elles se déplacent? Aller chez le généraliste, c'est beaucoup plus facile. Donc, je ne sais pas si vous l'avez différencié, ça. Sur le fait de la distance entre le... Voilà, entre le lieu de soins et... Non, c'est vrai que ça, c'est pas une... Je pense pas qu'on ait posé la question, ouais, ouais, c'est ça, oui. Ouais. Et puis, le sujet de l'accès aux soins en santé sexuelle, aussi, avec la préconisation des sages-femmes, peut-être dans les micro-réseaux. Oui, mais je crois que c'est pour parce que les microstructures vont rentrer dans le droit commun, sans doute en 2026, on ne sait pas quand exactement. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, je crois qu'il y a pour le futur modèle, le fait que les sages-femmes puissent orienter vers une microstructure, je crois que c'est dans les tuyaux. Mais justement, moi, c'était mon autre question. Est-ce que je peux avoir les chiffres par rapport aux moyens de contraception? Parce que c'est assez similaire entre les deux services de souvenirs. Non, c'était après, pardon. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la moyenne d'âge recule. Oui. Non, mais donc ça montre... Oui, il y a les sages-femmes, mais déjà, on peut sensibiliser les personnes en présence pour aborder ces questions-là. Et c'est quand même un manque de formation souvent dans ces services à des questions de base, ou d'envisager qu'une personne, en fait, a encore des désirs de grossesse ou a encore une sexualité ou quoi. Et voilà, c'est par rapport à toutes les représentations qu'on peut avoir. Mais je pense qu'il y a déjà un premier message à faire passer, je pense, sur ces données-là. Sur l'accès, oui, à la contraception. Et juste pour rebondir, vous avez évoqué les médecins généralistes. Je ne suis pas sûre qu'il soit tellement plus facile d'évoquer ses consommations devant son médecin généraliste. Enfin, en tout cas, dans le cadre de ma thèse, les femmes que j'ai rencontrées, celles qui se sont ouvertes de leurs usages à des professionnels de santé, se sont majoritairement senties jugées ou incomprises. Et je pense que les professionnels généralistes, ou même gynéco, orthophonistes, anesthésistes, etc., sont bien, même les psychologues classiques, sont beaucoup moins bien formés et ne sont pas du tout aptes à réagir forcément de la bonne manière. Je suis d'accord, mais c'était l'idée de la sécurité du lieu. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, une fois qu'on a réussi à pousser la porte... Ouais, mais je ne sais pas si on se sent plus en sécurité pour parler des usages de drogue à son médecin de famille. Mais là, oui, sont formés. Justement, oui, c'est ça, c'est la microstructure, donc ils sont sensibles à... des médecins dans les microstructures. Oui, voilà, dans les microstructures. Excusez-moi, j'avais mal compris. Après, voilà, il y a des associations généralistes oui, j'en doute pas. Oui. À effectivement permettre aux femmes d'être mieux accueillies partout. Et c'est vrai que l'accès reste le problème. Parce que là, on a encore celles qui viennent. Oui, le problème, c'est c'est ça. Oui, nous. C'est compliqué de les amener. On ne sait pas encore comment... Vous aviez entendu parler de l'expérience Aux Ensembles, qui était en fait une appli qui avait été faite par une équipe de France, qui malheureusement n'a pas eu l'article 7. Elle était sous le... Enfin, elle devait financer, elle n'a pas été financée, donc ça s'est arrêté. Et les premières constatations qu'ils avaient fait, c'est qu'il y avait beaucoup de public femmes. Parce que là, en fait, ils donnaient possibilité de s'évaluer, c'était sur l'alcool, et après d'avoir accès à des consultations en visio-consultations de chez soi, avec des professionnels et toute une prise en charge qui découlait derrière, avec évidemment, dans les cas les plus complexes, un courant que ça, on va avoir un médecin. Mais c'est vrai que malheureusement, ça s'est arrêté. Je pense que ça, c'est une piste pour pouvoir faire en sorte que les femmes, au moins, osent en parler quelque part. Peut-être pour compléter sur les résultats autour de l'accessibilité, la satisfaction vis-à-vis des deux types de lieux de prise en charge. Malheureusement, les questionnaires qu'on a utilisés ne sont probablement pas adaptés pour creuser ces questions-là. Et il y a un autre biais, c'est qu'on a posé les questions dans les structures elles-mêmes. Et il y a ce biais de désirabilité, en fait, où les femmes auront du mal à dire du mal de la structure dans laquelle elles se trouvent. Donc voilà, c'était compliqué d'avoir un design idéal pour pouvoir mesurer des enjeux aussi sensibles de perception des soins, quoi. Et
puis on devait toucher 240 femmes, on n'en a eu que 120. C'est très difficile, les femmes ont du mal à rentrer dans ces études. Déjà, elles ont du mal à venir dans les lieux de prise en charge. Donc après, les faire participer à ces études, c'est encore plus compliqué. Voilà, donc on a eu pas mal de barrières à se donner. Mais le Cali, je pense, va être vraiment la richesse de l'étude, quoi, je pense. Moi, si je peux me permettre juste un mot sur mon mémoire de sexologie que j'ai fait en XAPA, presque toutes les personnes apportaient le fait qu'on ne les questionne pas sur leur santé sexuelle et hommes comme femmes désiraient qu'on puisse, alors c'est pas systématique, mais globalement qu'on les interroge sur ces questions. Ok, merci beaucoup à toutes et tous. Je vous propose qu'on écoute Emmanuel Perret qui, malgré l'homophonie, n'a rien à voir avec ma famille. Peut-être un ADN commun dans la réduction des risques, mais ça s'arrêtera là. Emmanuel est psychiatre addictologue et responsable d'unité fonctionnelle d'addictologie et de psychiatrie à l'hôpital Robert Debré à Paris. Et Emmanuel qui va nous présenter votre travail sur les liens entre l'exploitation sexuelle et les conduites addictives chez les mineurs, un public que vous suivez, si ma mémoire est bonne, avec votre équipe. Oui, alors on a la particularité de n'être plus l'unique équipe en milieu pédiatrique, parce que l'hôpital Robert Debré est un hôpital uniquement pédiatrique et mère-enfant. Et donc, en fait, on est confronté à des situations d'exploitation sexuelle qui nous laissent un peu... qui nous mettent en difficulté émotionnellement, déjà. Et puis, qui, en fait, forcent notre impuissance collective. Et c'est assez insupportable parce qu'on les voit passer. Et donc, on a essayé de trouver des moyens. Mais je voulais quand même vous montrer que l'emprise par la violence et la domination criminelle, ce qu'on appelle la traite des êtres humains, est un concept très récent, puisque l'OMS en parle depuis 2001. Il y a un décalage entre la littérature médicale et la littérature criminologique. Il y a un déni du crime. On est dans une culture du viol, parce que la pornographie classique, c'est la culture du viol. Il y a de la traite des êtres humains qui se fait sur Internet. Il y a des blanchiments à l'étranger, ce sont des réseaux internationaux. Il y a une sous-information du public. Et dans 70% des cas, ce sont des mineurs. Il y a une explosion des dealers de femmes, avec un âge moyen d'entrée en prostitution qui est de 14 ans. Et depuis 2013, en fait, les textes disent que la traite des êtres humains mondiale est en explosion. Donc, voilà, il faut qu'on le prenne en main. Nous, on est confrontés donc à des jeunes qui sont pas que des filles, qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Le nombre des mineurs prostitués identifiés, parce qu'on a des chiffres qui datent de 2021, sont estimés entre 7 000 et 10 000. Mais avec une progression déjà qui était de plus de 70% en 5 ans. Le nombre d'affaires de proxénétisme de cité est passé de 21 en 2015 à 59 en 2020, et c'est des chiffres anciens. Ça veut dire qu'il y a une progression de plus de 87% en 5 ans. Le lien entre addictologie et exploitation sexuelle, dans 73% des situations, les mineurs prostitués sont en situation d'errance et 52% souffrent de conduite addictive, majoritairement à l'alcool. C'est 76,2% des cas. Cannabis, 57%.
Et loin devant ces deux produits, alcool, cannabis, sont loin devant le protoxyde d'azote. Mais là encore, c'est des observations qui sont anciennes, parce que c'est pas ce qu'on voit, nous, en clinique, et la cocaïne aussi. Il existe une porosité entre les réseaux de trafic de stupes et les réseaux d'exploitation sexuelle. On est dans un contexte mondial marqué par des niveaux de production de drogue qui n'en finissent pas d'augmenter. Il y a une diffusion et rationalisation de la livraison de drogue à domicile via les réseaux sociaux, avec une généralisation des techniques de marketing et de diversification des produits vendus. On dirait qu'ils ont tous fait des écoles de commerce. Et une évolution des acteurs de l'offre, avec une féminisation et un rajeunissement des jeunes qui vont faire des missions de livraison. Ils appellent comme ça les missions. Donc ils sont recrutés de plus en plus jeunes, c'est à peu près 15 ans, via les réseaux sociaux, et ils sont souvent en situation de soumission chimique. Donc les agressions qui sont facilitées par les substances, donc là, avec le procès Mazan, on en a quand même pas mal parlé, mais je pense qu'il y a une intervention aussi de Leila Chawashi, qui est la papesse de la soumission chimique, et qui est pharmacienne du CEIP de Paris. La soumission chimique, c'est l'administration d'une substance psychoactive, drogue ou médicament, à l'insu des victimes, ou sous la menace, à des fins criminelles, de viol ou d'homicide, ou délictuelles, pour imposer des vols et des activités délinquantes. La vulnérabilité chimique, c'est un état de fragilité induit par la consommation volontaire de substances psychoactives qui rend la personne plus vulnérable à une agression. Et cette dimension, on essaye vraiment de diffuser ces notions, et notamment auprès des officiers de police judiciaire. Parce que quand ils sont confrontés, les remarques qu'on a, mais enfin, les consentantes, c'est elle qui en voulait, elle en a pris. Donc il faut vraiment qu'on arrive à changer l'état d'esprit de tout un chacun. Et en plus, donc, c'est marqué dans le Code civil, l'état de vulnérabilité défini comme s'agissant d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, ou d'un état de grossesse. Et oui, être en état de grossesse, c'est une vulnérabilité. La soumission chimique ou vulnérabilité chimique, quelle que soit la situation, une victime n'est jamais responsable de son agression. Et c'est la loi qui le dit. Mais il faut le répéter, il faut le répéter, il faut le répéter. Et puis, il y a une loi qui est très peu connue, ce qui date du 13 avril 2016, qui introduit une dimension de la domination et de la violence. La prostitution est une violence qui s'inscrit dans un double rapport de domination. La domination des hommes sur les femmes, sur la domination des hommes sur des mineurs, et aussi sur certains hommes dominés. On chasse un peu l'idée que la pulsion sexuelle masculine devrait obligatoirement être assouvie par n'importe quel moyen. Donc c'est ça l'idée de cette loi. Le client qui a de l'argent, qui a un bien ou un service, ou des personnes qui en ont besoin, c'est le dominant. En France, il y a une pénalisation des acheteurs de prostitution. Les achats d'actes sexuels de majeurs sont considérés comme des contraventions, et s'il y a récidive, sont considérés comme des délits. Par contre, les achats d'actes sexuels de mineurs ou de personnes vulnérables sont classés en délits. Et depuis 2021, il y a une aggravation de la peine si la mineure ou le mineur a moins de 15 ans. Ça, ce sont les prérequis. L'une des principales vulnérabilités qui explique la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, c'est le psychotraumatisme. C'est la conséquence d'un ensemble de mécanismes physiologiques et neurobiologiques
que je ne rentre pas dans les détails, mais ils se mettent en place lorsqu'il y a une menace à l'intégrité physique, psychique. C'est un phénomène qui est mis en place par le cerveau pour échapper à un risque vital cardiovasculaire et neurobiologique. Et cela se produit lorsque la situation traumatique ne peut pas être gérée. La conséquence est la sidération psychique et la dissociation. Et on a ou pas développement d'état de stress post-traumatique avec des traumatismes complexes. Dans ces jeunes qui sont recrutés pour l'exploitation sexuelle notamment, c'est l'exploitation de leur fragilité qui est recrutée. Et l'âge, généralement, c'est la première fragilité. Les traumatismes, et quand on sait le nombre, ma précédente interlocutrice a bien montré le nombre de violences subies par les femmes, on met dans ces violences les enfants, puisque là, nous, on s'occupe d'enfants, qui sont victimes des violences conjugales auxquelles ils ont assisté. C'est comme si c'était le traumatisme qu'ils avaient reçu eux-mêmes directement. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Il y a les enfants qui présentent une puberté précoce, et c'est pas du tout rare aujourd'hui. Les parcours de migration avec violence subie, ce sont les patients mineurs non accompagnés souvent. Les jeunes qui sont en situation de handicap, handicap visible et de handicap invisible, qui correspondent à tous les troubles du neurodéveloppement qui souvent passent à l'as. Et puis le chantage sur le net ou dans le quartier, le harcèlement au collège, les gages sexuels lors d'un jeu stupide, des rumeurs du harcèlement. Et ils ont tout un tas de techniques pour recruter leurs victimes. Et en plus, ils menacent aussi les familles. Et puis, souvent, ces jeunes appartiennent à des familles où les attachements ne sont pas forcément très bien mis en place. Et puis, donc, le lien avec les addictions, très facile, le lover boy, je te donne du shit, allez, c'est gratos, machin. Et puis, petit à petit, ça ne devient plus du tout gratos. Et il faut travailler parce qu'il y a une dette. Mais c'est comme en boîte de nuit, les mecs qui offrent une boisson, et une deuxième boisson, et puis quoi, t'as une dette, c'est normal. Et donc après, l'effet des conduites à risque avec une sexualité précoce et l'impact aussi du visionnement de la pornographie. Vous savez que la moyenne d'âge de visionnage d'un film porno, c'est 11 ans. Et c'est quand même très, très précoce. On est confronté aujourd'hui à des jeunes qui ont vécu le confinement, qui ont été quand même beaucoup livrés à eux-mêmes sur les réseaux sociaux, sans contrôle parental, ou qui trouvent, en allumant l'ordinateur, les visionnages de papa. Voilà. Et donc, les addictions des adultes ont un impact aussi sur les enfants. Les réseaux sociaux, donc, qui les coursent avec des situations d'extimité où tu vas montrer tes seins et puis après tu auras plus ou moins un rencard et puis des cadeaux et puis des fugues et des fêtes sans autorisation. Et donc on est confronté à une double, voire une triple emprise. L'emprise du réseau avec... bien sûr, ils vont séduire, le lover boy va les séduire en leur faisant miroiter des rêves, des mensonges, du chantage affectif, des chantages à la vidéo aussi, parce qu'elles sont filmées. L'isolement, ils ou elles sont filmés. L'isolement, dénigrement, éloignement de la famille, menaces, violences physiques, psychiques, humiliation, et on est confronté à des situations même de barbarie, des guet-apens. Et
qui sont en lien avec l'emprise des psychotraumatismes, parce que un psychotraumatisme non pris en charge va évoluer, entraîne des phénomènes dissociatifs, les manques d'émotion des gens, c'est comme pour les femmes victimes de violences, ce sont des enfants qui ont une espèce de froideur de contact qui est très impressionnante, avec aussi des insomnies, des cauchemars, des sautes d'humeur. Et puis la dépendance aux produits, alors en fonction des produits, bien sûr. L'alcool, le cannabis, le protoxyde d'azote. Aujourd'hui, elles décrivent toutes les ballons. Il y a de l'alcool et des ballons. Et puis d'autres, beaucoup d'autres, tous les autres produits pour faire la fête. Et puis toujours cette dette à rembourser. Et alors donc, j'ai rencontré, que je connaissais depuis longtemps en fait, Hélène David, qui est la responsable du réseau des permanences ados-sexo et qui propose, donc c'est une association, qui propose un soutien juridique, un soutien aux professionnels avec des formations et des soutiens sur des situations de mineurs en situation de prostitution ou de pré-prostitution, des soutiens aux parents avec un accueil, un accompagnement, aux jeunes un accompagnement avec des liens avec les professionnels mandatés sur les situations, et puis tout public des préventions, des actes de prévention, des ateliers collectifs, des infodébats. Il y a une permanence avec une visibilité sur le territoire, des visites à domicile, elles peuvent faire de l'aller vers, contrairement à nous. Et on s'est donc retrouvés sur les mêmes situations cliniques. Nous, Robert Debré, on est sur le périph' nord. Donc, comme je vous ai dit, on draine quand même le nord-est de Paris et le 9-3. On a la chance d'être dans un hôpital universitaire où il y a toutes les spécialités pédiatriques, notamment la neurologie pédiatrique. On est adossé au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui est spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement. Et on est en lien avec tous les acteurs de cet hôpital. On est une petite unité fonctionnelle, donc on a une activité de liaison, on va beaucoup aux urgences. Et on a une activité de liaison en périnatalité aussi, qui est très importante. Et puis, on avait, parce que là, on a du mal à inclure des nouveaux patients, des propositions de consultation pour tous les mineurs, mais jusqu'à 16 ans et demi, parce qu'on a un hôpital pédiatrique et que ça serait une perte de chance pour les jeunes de les prendre au-delà de 16 ans et demi. Et on a rencontré donc... on a mis en place, parce que historiquement, on est un peu spécialisé dans les mineurs non accompagnés qu'on a vu arriver en 2015 de façon massive aux urgences. Et on a mis en place une expertise de travailler avec des populations difficiles. Grâce à une convention qu'on a mis en place avec la protection judiciaire de la jeunesse, on a une équipe pluridisciplinaire, donc les prises en charge sont pluridisciplinaires, et on a créé des outils comme l'alerte identité, l'alerte sanitaire, les réunions de coordination Ville de Paris, où sont présentes tous les partenaires, l'aide sociale à l'enfance, la PJJ, les associations mandatées pour les abris de jour, les abris de nuit, les maraudes. Et on a été confronté en 2018, c'est l'histoire qui m'a le plus motivée pour travailler ce sujet. On est appelé en réanimation et on voit Alicia, qui a 11 ans, qui se réveille d'un coma suite à une overdose et qui nous dit « J'en ai marre que les hommes, ils me crachent dans la bouche ». On a bien sûr mis en place un suivi addicto. On a fait un signalement, quand même. Et on a malheureusement dû, à l'époque, la rendre à sa grand-mère Macrel. Et il y a quand même eu la mise en place d'une AEMO,
avec un suivi aide sociale à l'enfance. On a quand même vu qu'elle avait différents handicaps, notamment qu'elle n'avait pas été à l'école de façon continue. Elle est illettrée. Et elle a continué quand même à être dans des actes de délinquance. Et elle a été incarcérée à Fleury pour proxénétisme, parce qu'en fait, il y a une grosse porosité entre exploités et exploitants. Et c'est très dommageable. J'ai participé avec des certificats à sa libération en conditionnel pour qu'elle parte en séjour de rupture. Et actuellement, elle est dans une famille d'accueil à Nantes et j'espère qu'on s'occupe bien d'elle. Et puis, en périnate, en 2020, on a Donietta qui arrive, 16 ans, qui a déjà un enfant de 1 an qui est placé à l'aide sociale à l'enfance. Elle est porteuse d'EDCAF. J'espère que vous savez tous ce que c'est que les EDCAF. Mais personne ne s'en est occupé jamais. Hein. Et donc, elle passe, elle fait des overdoses, elle a des troubles du comportement absolument majeurs. Elle est prise dans des réseaux de proxénétisme qui l'utilisent. Et un jour, j'étais avec un patient MNA, et je décroche, hein, bien sûr, ce n'est pas les vrais prénoms. Hein. Et je dis « Allô, Donietta ?» Et le gars en face me dit « Donietta de la Goutte d'Or ?» D'accord, ok. Donc voilà, en fait, c'est des réseaux où on arrive quand même à les repérer quand on travaille ensemble. Et puis donc en maternité, on en a aussi qui arrivent enceintes. Dans notre file active en 2025... Emmanuel, excuse-moi, je t'interromps. Oui, il faut que je me dépêche. Ouais, 2 minutes. Ouais. On a 25% de notre file active qui est dans le cadre d'une suspicion d'exploitation sexuelle. Donc, on a des profils types, mais vous voyez que c'est 60% de filles, mais il y a 40% de garçons. Et ils sont plus compliqués à voir. Ils ont tous quasiment été victimes de violences. Ils présentent tous une vulnérabilité chimique ou une dépendance. Et ils sont dans des réseaux de proxénétisme en fugue et en errance. On a travaillé avec Hors la rue aussi, et on a mis en place des réunions. On a mis en place un groupe de travail en 2023 qu'on essaye de pouvoir faire perdurer, et qui nous permet de nous coordonner entre partenaires, rencontrer les nouveaux partenaires et s'alimenter les uns des autres avec des partenaires multiples, et notamment à Robert Debré, mais c'est valable aussi dans tous les hôpitaux pédiatriques. Normalement, il y a des unités d'accompagnement pédiatrique pour les enfants en danger. On travaille ensemble. On a découvert tout un tas de réseaux qui existent et on a fait des réunions, des rencontres ville-hôpital où on a invité à parler, donc, notamment le docteur Leila Chawachi. Vous les trouvez, là je vois qu'il est mangé par mon diaporama. Il y a un autre lien de la dernière rencontre qu'on a faite, où on fait intervenir des spécialistes de différents champs. Et on aimerait que ce phénomène invisible qui touche absolument toutes les catégories sociales et tous les niveaux socio-économiques soit rendu visible, qu'on puisse mieux le repérer, qu'on évalue les fragilités, qu'on repère l'exploitation prostitutionnelle déjà subie. Et c'est pour ça que je tenais à prendre la parole ici, parce qu'il y a un fort lien avec les addictions et on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel. On a peut-être le temps pour 1 ou 2 petites questions avant de laisser la parole à Sarah pour conclure l'atelier. À ce moment-là, si tout est clair, merci beaucoup, vraiment. Oui, bien sûr, vas-y. Ouais. Dans le cadre en fait, de l'exercice de l'ELSA, est-ce que vous arrivez quand même à suivre ces patientes avec toute
la lourdeur sur un plan en fait, un peu de suivi sur un... Je ne sais pas comment vous faites, mais vous les gardez dans la file active. Vous faites comment? Est-ce qu'ils sont hospitalisés? On galère. On les hospitalise en pédiatrie générale. Par exemple, une situation, coup de bol, elle arrive aux urgences, elle reste 3 jours, et puis, pof, elle déclenche une rougeole. Une rougeole intense. Donc là, on l'a hospitalisée en pédiatrie générale, et puis on a essayé de gratter une alliance avec elle. On n'a pas décroché 3 mots. Et par contre, sa mère était très en demande, donc on s'est occupé de sa mère, on a pris des contacts avec l'AEMO, les éducateurs positionnés sur la situation, et je lui ai donné à la maman les coordonnées d'ACPE. Donc, en fait, en réalité, on travaille en réseau. Et ce qui nous manque dans nos réseaux, c'est la police, la justice. On fait des formations à l'école de la magistrature. Mon collègue psychologue a fait une formation à la police sur qu'est-ce que c'est que le psychotrauma. Il faut faire comprendre à tout le monde ce que c'est. Et puis, il faut se dépêcher parce que ça va arriver en masse. Donc voilà. Donc, il y a vraiment cette dimension. Et puis, les sortir, quoi. Ce sont des enfants. On a une responsabilité. L'aide sociale à l'enfance est dans un état pitoyable. L'éducation nationale, pareil. Donc, on va aussi travailler avec toute la médecine scolaire à ce repérage. Mais les proviseurs et les proviseurs adjoints, ils sont aux premières loges. Ils nous disent « Ah oui, bah oui, ça nous intéresse. » Oui, parce qu'ils voient les choses se faire. Voilà. Donc déjà, merci pour tout ce travail d'une complexité et d'une émotion forte, on l'entend ici. Moi, c'était une question, déjà, AMO, c'est ça que vous dites, je voulais juste comprendre. C'est aide éducative en milieu ouvert. C'est-à-dire que la différence, les parents veulent une aide éducative, ça s'appelle une AED, ils font la démarche. Une AEMO, c'est une aide éducative judiciarisée. C'est pour ça qu'on fait soit des informations préoccupantes, soit des signalements. Signalement, ça va au procureur. Information préoccupante, ça va à la CRIP, à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Ok, je vois les équivalents. Et ils vont évaluer, est-ce qu'il faut faire une mission d'évaluation et mettre en place quelque chose dans cette famille. Okay. Voilà. Et une question très factuelle, c'est parce que nous, en tout cas dans les publics MENA, avec ce genre de dynamique-là, on a beaucoup de consommation de l'IRICA. Je me demandais, parce que vous ne l'avez pas cité dans... Non, parce que je ne faisais pas mon topo sur les mineurs non accompagnés, mais oui, on a mis... Dans les MENA, du coup, on a tous ces... Bien sûr. Et historiquement, mais j'avais déjà présenté, on avait mis en place un protocole pour les urgentistes, pour que ces jeunes aient accès aux soins, avec la possibilité, non pas de leur donner du Lyrica, mais de donner des médicaments qui évitent qu'ils soient en manque. Et après, on propose, si ils sont reconnus mineurs et qu'ils ont un lieu d'accueil avec des éducateurs, de les accompagner avec un protocole compassionnel où on prescrit de la prégabaline ou du Lyrica. Un peu au-dessus de la MM, chez nous, c'est 600. Non, nous, c'était en consommation mésusage, je disais. Non, vous, c'est en thérapeutique. Nous, c'est pour les accompagner vers un sevrage. On leur propose. Emmanuel, excuse-moi, du coup, j'interromps parce qu'il reste peu de temps. Et puis là, on dérape sur un autre sujet que tu maîtrises très bien et qui est hyper intéressant. Et on t'a déjà écouté sur le sujet il y a 2 ans. Mais... Ok, Sarah, du coup, je te laisse la parole. Oui. Sarah Perrin, qui est sociologue et responsable scientifique du fonds de recherche Savoir Plus, c'est ce qui est moi. Et tu vas nous présenter ton travail issu des données de ta thèse, si je me souviens bien, sur les questions de genre, de pratiques illicites et de dévoilement chez les chercheurs. Tout à fait. Alors, j'ai un souci de clé USB. Ok. Donc, alors honnêtement, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, je pense, dans ce panel, puisque je suis pas du tout dans les sciences dures
Et on n'est pas sur une com de résultats de terrain, on est sur les résultats d'un article de méthode qui a été publié dans le bulletin de méthode sociologique, puisque je suis sociologue, et qui s'appelle en français « Ce que les identités des chercheuses font au terrain, enjeux méthodologiques et scientifiques liés au genre, aux pratiques illicites et au dévoilement ». Il a été publié en anglais, et moi je peux vous envoyer la version française, si vous voulez. Donc en gros, je pars du constat que l'influence du genre du ou de la chercheuse, ça a longtemps été un tabou méthodologique, alors qu'on sait très bien que ça a un impact majeur sur le travail d'enquête. C'est-à-dire qu'il y a des ethnographes qui ont déjà démontré que quand c'est une femme ethnographe qui va enquêter auprès de telle population, elle va avoir accès à des discours différents selon si elle s'adresse aux hommes et aux femmes. Et si c'est un ethnographe homme, ça va changer la donne aussi. Notamment, il y a plusieurs ethnographes qui mettaient en avant plus de facilité à aborder les sujets de l'intimité, du couple, de la sexualité, des menstruations, etc., etc., dans un entre-soi féminin. Mais encore aujourd'hui, on parle très peu de l'influence du genre. En fait, le genre est devenu un sujet sociologique en tant que tel, et même pas que sociologique, c'est-à-dire que c'est un sujet de société. Mais par contre, l'influence du genre sur notre travail au sens large, parce que j'ai envie de dire même le genre d'un prof, une prof, d'un ouvrier, d'une ouvrière, et en l'occurrence d'une sociologue, un sociologue, ça joue. Et dans le travail d'enquête, ça demeure une forme de tabou méthodologique. Pour le contexte, moi j'ai fait ma thèse de socio donc, sur des femmes usagères revendeuses de drogue illicites insérées socialement à Bordeaux et à Montréal. Et je l'ai faite entre 2018 et 2022 et j'ai réalisé 108 entretiens avec 40 femmes usagères revendeuses insérées socialement, 20 hommes à peu près, des acteurs du médico-social, des policiers et des acteurs des politiques publiques liées aux drogues. Et là, dans cette communication, je m'intéresse uniquement à l'influence de mon genre sur les relations avec les usagers revendeurs et usagères revendeuses, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la police, par exemple, mais c'est un autre sujet. Et donc, déjà, faut savoir que moi, mon approche de terrain, mon approche comparative, elle a été forcément différente à Bordeaux et Montréal. À Bordeaux, je vais y revenir, j'étais déjà insérée sur le terrain, donc j'avais déjà accès à toute une communauté d'usagers revendeurs et d'usagères revendeuses, là où à Montréal, je connaissais personne. Et donc, j'ai essayé de mettre en place un effet boule de neige. Vous voyez ce que c'est l'effet boule de neige ou pas trop? Ouais, tout le monde voit, ok. J'ai essayé de mettre en place un effet boule de neige, mais ça ne suffisait pas. Et du coup, j'ai fait du recrutement sur Internet. Mais à Bordeaux, pourquoi j'étais insérée dans une communauté, pourquoi j'avais un accès au terrain, c'est parce que moi-même, je suis consommatrice de substances et que du coup, j'avais accès à des gens autour de moi. Quel intérêt de raconter sa life en congrès, me direz-vous, et plus encore dans un article de 40 pages, c'est extrêmement long. Alors, je vous rassure, c'est pas tout ça c'est pas cet autodévoilement qui prend 40 pages, mais je ne l'ai pas dit dans ma thèse. Pour les enjeux de stigmatisation, de risque professionnel qu'on imagine toutes et tous et qui nous poussent, je pense pour la plupart, à ne pas raconter nos pratiques potentiellement stigmatisantes en lien avec notre travail. Pourquoi je choisis de l'autodévoiler aujourd'hui? Déjà parce que j'ai lu des auteurs comme Karl Hart ou Jean-Sébastien Fallu, que je connais aussi personnellement et qui m'ont inspirée à ce niveau-là. Et je trouve que c'est compliqué de dire qu'on lutte contre une stigmatisation quand soi-même on dissimule ses propres pratiques. Je n'incite personne à se dévoiler parce que je pense que toutes les situations sont différentes et aussi que moi, je suis une femme blanche, insérée, diplômée, que j'ai dévoilé mes consommations après avoir soutenu ma thèse, que j'ai un taf, que je ne suis pas dans la précarité de l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui. Donc, je ne conseillerais pas à d'autres personnes de prendre ce risque-là parce que ça en reste un. Mais voilà, à titre personnel, dire je veux lutter contre la stigmatisation de l'usage de drogue tout en dissimulant moi-même mes propres pratiques et vouloir défendre une communauté à laquelle j'appartiens sans reconnaître que j'y appartiens, ça me paraissait compliqué. Il y a aussi un enjeu militant, du coup, et puis aussi un besoin personnel d'intégrité, c'est-à-dire que j'avais l'impression de mentir, en fait, à force en disant « eux » alors que je pensais « nous », et ça me posait problème. Mais ce n'est pas une incitation au dévoilement, c'est une explication de l'intérêt épistémologique du dévoilement. Donc, pour revenir à l'influence du genre, jeu de genre pour mieux enquêter en terrain dit difficile. En gros, l'article, il se base sur des extraits de mon journal de terrain ou de mes notes d'observation. Et là, par exemple,
Ouais, je vais vous lire l'extrait de terrain. Février 2019, Bordeaux. Donc Nathan est un enquêté ressources et un ancien ami qui m'a introduite sur le terrain à de nombreuses reprises. Après l'interaction par message avec elle décrite ci-dessous, je finirai par ne plus lui répondre et l'entretien n'aura pas lieu. Donc je rencontre elle, un dealer qui vient vendre de l'herbe à Nathan. On le rencontre près d'un parc dans la rue, dans un coin un peu discret. J'explique à elle que je fais une thèse sur l'usage et la vente de drogue et que j'aimerais le rencontrer pour un entretien. Il a l'air intéressé et me laisse son numéro pour que je le recontacte. Je lui écris pour essayer d'organiser un entretien, mais rapidement, au ton de ses SMS, je comprends qu'il était en réalité plus intéressé par le fait d'avoir mon numéro que de participer à ma recherche. Il me complémente par message sur mon physique, me propose d'aller boire un verre avec lui et dit qu'il est toujours partant pour répondre à mes questions, mais je ne me sens pas à l'aise de faire un entretien avec lui, chez lui ou chez moi. Parce que faire venir des dealers à la fac, c'est un peu compliqué. Et poser des questions sur la vente de drogue dans des cafés, c'est compliqué aussi. Donc c'est soit chez eux, soit c'est moi. Ce qui génère un rapport très particulier. Il y a Isabelle Claire, qui est une sociologue, qui parle du script sexuel, qui est très similaire au script des entretiens. C'est-à-dire que vous vous retrouvez seul à seul, dans un endroit clos, pour une durée indéterminée, où en plus c'est vous qui vous intéressez à l'autre tout du long. Et alors quand c'est un rapport d'une femme avec un homme, ça ressemble beaucoup au début d'un script sexuel. Donc elle dit à quel point ça peut jouer sur les interactions. Et dans les grands tabous de l'enquête, il y a le harcèlement sexuel, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs chercheuses aujourd'hui qui parlent du harcèlement et des violences sexuelles dont elles ont été victimes sur le terrain. Donc ça, je le relie aussi au résultat de ma thèse. On sait que les femmes usagères de drogue, elles sont victimes d'un stéréotype de lubricité où la consommation de drogue va, dans l'esprit de certains, être associée à des pratiques sexuelles, une disponibilité sexuelle, plus de désir, une forme de liberté, voire de décadence à ce niveau-là. Et donc moi, comme j'ai été identifiée comme usagère de drogue, il se peut que ça se soit produit clairement dans l'esprit d'interroger. Donc, d'où ce harcèlement qui a empêché quand même l'accès à des observations et à des terrains des fois. Et puis, dans les autres problématiques liées au genre, il y a le fait que j'ai quand même été à certaines reprises moins prise au sérieux en tant que femme chercheuse qui travaille sur les drogues, parce que autre grand stéréotype sur les femmes usagères de drogue, c'est qu'on n'y connaît rien. Un peu comme, mais on n'invente rien dans les mondes de la drogue. Hein. On va chez le garagiste ou chez l'informaticien, il peut se produire exactement la même chose. On va essayer de nous refourguer une presta médiocre pour le même prix, parce qu'on pense qu'on n'y connaît rien du tout. Bon, avec les drogues, c'est pareil. Et donc, il y a quand même des moments où j'avais quelqu'un qui m'expliquait mon sujet, notamment un homme qui m'expliquait pourquoi ça servait à rien de s'intéresser aux femmes usagères, ou des usagers qui ne me répondaient pas. Et c'était systématiquement des hommes. Je ne peux pas être sûre que c'est lié à un manque de crédibilité, puisqu'ils ne me répondent pas, mais c'est fort interprétable ainsi. Après, il y a une chercheuse qui parle d'interpréter la good girl persona, et c'est là où le stéréotype de manque de crédibilité, on peut le retourner. C'est-à-dire qu'en faisant semblant d'absolument rien y connaître, on peut obtenir beaucoup plus d'informations que quand on est pris pour un expert. Je ne m'adresse pas du tout à vous de la même manière que si je partais du principe que vous y connaissiez rien sur les drogues. Et donc, non seulement on peut jouer la meuf qui y connaît rien, mais on peut aussi jouer la meuf gentille, un peu naïve, un peu sympa, à qui on peut dire par exemple les prix d'achat de ses produits en gros, chose qu'on ne raconterait pas à des gens dont on sait qu'ils connaissent les clients, etc. etc. Donc ça m'a permis d'obtenir de la data et ça marche extrêmement bien avec la police aussi, je recommande. Et puis tout ce que je vous disais un peu en intro, mon genre, mon identité de genre, ça a aussi joué sur le fait qu'avec les femmes, on était dans un entre-soi féminin. Et donc, j'ai eu accès à beaucoup de récits traumatiques, notamment sur les violences sexuelles. Et ça a été aussi dur à gérer du fait de moi, mon vécu en tant que femme usagère, qui a aussi été victime, comme l'immense majorité des femmes, notamment usagères, de violences sexuelles. Et donc, comment on gère des récits traumatiques partagés? Je ne suis pas psychologue. Est-ce que j'interromps l'entretien? Est-ce que j'oriente? En même temps, je ne suis pas formée, donc je me suis renseignée par moi-même pour les assos, mais est-ce que c'est mon rôle en tant que sociologue d'orienter? Est-ce que je conseille une prise en charge? Et puis, moi, derrière, quand j'interroge pendant 1h30 une interrogée chez elle et que derrière je la laisse avec son récit traumatique, quelle est ma responsabilité morale, éthique? Et puis moi, quand je fais l'entretien, que je le retranscris, que je le code et que je l'analyse et que je le rédige, 5 confrontations à des récits traumatiques qui évoquent mon propre parcours. Et on n'a pas d'analyse de pratique en thèse de socio. Donc un petit récit hardcore. Journal de terrain également, ça c'est le truc qui m'a le plus marqué en termes de récit traumatique. Je n'arrive pas à arrêter de penser à l'entretien avec Chloé, c'était il y a une semaine, mais je me sens toujours mal à l'aise, en colère et démunie. Je n'arrête pas de me demander comment elle s'est sentie après l'entretien, si le fait de me raconter son viol qui s'était passé quelques jours auparavant
sur le canapé où j'étais assise pendant que je lui parlais n'a pas été trop dur à gérer pour elle. Je lui ai envoyé un message avec les contacts de la Maison des Femmes du planning familial. Elle a vu mais ne m'a pas répondu. Est-ce que j'ai bien fait de lui transmettre les coordonnées de ces structures? Je ne me voyais pas faire autrement. Je lui avais demandé à la fin de l'entretien si elle voulait que je lui donne le numéro des structures de soutien. Et elle avait dit oui. Mais moi, comment je fais pour me dépatouiller de tout ça? Me trouver sur le canapé où elle a été abusée, j'ai l'impression d'être sale. J'ai commencé à retranscrire l'entretien, mais je bloque sur le passage de son viol. Je me suis mise à pleurer en retranscrivant et j'ai arrêté. Et maintenant, j'ai peur de m'y remettre. On enchaîne. Au-delà de l'influence du genre, il y a aussi l'influence de mes propres pratiques illicites dont je vous parlais en intro. Ça me va que vous ne soyez pas trop nombreux, je pense. Donc, on démarre avec un extrait de journal de terrain aussi. Donc, A, M et L sont des usagers... Pas le même L que tout à l'heure, un autre. A, M et L sont usagers revendeurs bordelais que je n'ai pas rencontrés en entretien, mais j'ai réalisé des sessions d'observation auprès d'eux. J'ai fait plein d'observations informelles, puisque c'était mes potes. Il s'agit d'un groupe d'amis que j'ai côtoyé pendant un temps. Les pratiques à risque décrutes sont assez banales sur le terrain étudié, et j'ai pu les observer régulièrement. Je suis en soirée avec eux, ils prennent de la cocaïne et se partagent un billet de banque pour sniffer. Je leur fais remarquer qu'ils ont à leur disposition des feuilles de papier ou des tickets de caisse. Nous sommes dans un appartement, mais ils lèvent les yeux au ciel. Ça va, madame réduction des risques, tu vas pas nous faire la morale. Je sens que je les dérange et je préfère les laisser faire. Alors là, on est à la fois sur l'influence de mes pratiques illicites sur le recueil de données. Ils ne se savent pas observer. Du coup, là, ce que je vous dis, j'ai le droit, j'ai pas le droit. En même temps, ils savent très bien sur quoi je fais ma thèse. Et il y a plein de moments en soirée, ils me disaient « Ah, ça peut t'intéresser pour ton travail ». Et puis, on voit aussi l'influence de mon milieu pro sur ma vie privée, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux que je leur dise « Allez les gars, tapez pas avec un billet » ou en fait, je leur fous la paix et je les laisse choper une hépatite. Pas de réponse définitive. J'ai pas beaucoup de réponses définitives sur cette com. J'ai des idées, mais peu de réponses. Donc, par contre, ce que ça démontre, c'est des intérêts heuristiques d'une ethnographie délinquante. Donc, le terme ethnographie délinquante, il vient de l'anthropologue Denis Rogers, qui a intégré un gang, genre un vrai gang en Amérique du Sud, et qui décrit en fait comment il s'est intégré là-dedans, comment ça a été compliqué pour lui d'en sortir, toute la socialisation liée à son intégration dans un gang, et des exemples comme ça, il y en a plusieurs, essentiellement des hommes. On a Sudhir Venkatesh qui était présent dans des réseaux de deal à New York. On a Bourgois qui a vécu dans un quartier où il y avait de la consommation de crack avec sa famille et qui en a fait une ethnographie. On a un chercheur dont j'ai oublié le nom qui est devenu boxeur et qui a fait une ethnographie de la boxe. Enfin, voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'intégration dans le groupe qu'on étudie, ce qui est le principe de l'ethnographie et de l'observation participante, c'est que ça permet la construction d'un lien de confiance, mais que ça pose beaucoup d'enjeux éthiques. Quelle responsabilité morale et juridique du chercheur? Est-ce que, par exemple, quand un dealer me dit « Moi, si je le retrouve, je lui casse une jambe », je suis censée en faire quoi? La protection des sources n'existe pas avec les sociologues, ça existe avec les journalistes, mais pas avec les sociologues. Au moment du Bataclan, des chercheurs sur l'islamisme radical s'étaient vus saisir leurs données. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a la RGPD, tout ça, mais qu'est-ce que je fais, moi, si la police un jour vient me voir et dit on sait que tu as rencontré machin durant un entretien, donne-nous l'entretien, quoi. Est-ce que je dois intervenir sur le terrain pour protéger autrui ou c'est pas mon rôle? Alors là, on le voit à un niveau réduction des risques, mais ça fait écho aussi à l'orientation par rapport aux violences sexuelles. Et puis, ça fait écho aussi au dernier livre d'Alice Goffman, qui est la fille d'Erving Goffman, que vous connaissez peut-être, qui est un grand sociologue, qui est mort. Et Alice Goffman, elle a écrit son dernier livre, On the Run, où du coup, elle s'est impliquée aussi dans des genres de gangs. Et donc son livre a fait beaucoup polémique, notamment parce qu'à un moment, elle suit un membre du gang qui veut retrouver quelqu'un qui a fracassé un pote à lui pour se venger. Et donc, elle est accusée de complicité, de tentative de meurtre. Comment on fait du terrain délinquant sans être accusé de complicité? Parce qu'en même temps, si je passe mon temps à dire à l'interroger, c'est très mal de vendre de la drogue. Bon, pareil, j'ai assisté à des dealers qui coupaient leurs produits. C'est hyper intéressant scientifiquement. J'obtiens des infos que j'aurais sûrement pas en dehors. Mais éthiquement, est-ce que je suis censée m'en aller? Si j'interviens, j'ai plus accès au terrain. On est sur des enjeux très compliqués. Et donc, pour conclure, moi, dans l'article, je veux conclure sur quelques pistes de réflexion pour les chercheuses confrontées à des violences sur le terrain, notamment des violences de genre, et aussi des pistes de réflexion pour les institutions, coucou l'université, coucou les laboratoires, qui ont pour mission d'encadrer et de protéger ces chercheuses.
fournir des espaces sécurisants et bienveillants au sein desquels ils et elles peuvent échanger sur leurs pratiques. Il y a le collectif Badass qui réunit des chercheuses notamment. Il y a des séminaires, etc. Il peut y avoir des sessions d'analyse de pratique selon votre domaine, mais c'est rare. Mais en fait, tout ça, c'est quand même des initiatives souvent portées par des doctorants ou des jeunes docteurs très individuels. Ce n'est pas normal quand dans un laboratoire, et là je parle de mon terrain, mais s'il y a des chercheurs qui vont sur des terrains de conflits armés, sur des terrains de sectes, sur des terrains de prostitution, ce n'est pas normal de laisser des chercheurs sans expérience qui plus est être confrontés à des violences pareilles et ne pas les prendre en charge derrière. Et le nombre de doctorants qui pètent en chemin parce qu'ils n'en peuvent plus des récits traumatiques et qui sont tout seuls face à leur ordi et à 50 heures de retranscription, c'est assez alarmant. Et ça ne coûte pas grand-chose, en fait, comparé le coût d'une thèse qui n'aboutit pas, c'est beaucoup plus cher que le coût d'un psychologue du travail qui vient voir 50 doctorants en même temps. Intégrer que la lutte contre les violences de genre fait partie du travail des institutions, intégrer que les émotions ont leur place dans les échanges entre doctorants et directeurs de thèse, parce que ça, pareil, c'est vraiment pas acquis. Et en faisant tout ça, on facilite aussi peut-être un dévoilement qui fait encore courir des risques. Alors, pareil, entre se dévoiler pour ses usages de drogue, se dévoiler pour ses violences sexuelles, se dévoiler parce qu'on a été victime de harcèlement sur le terrain, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, laisser la place à la personne de dire, au vu de mon vécu perso, ça va m'impacter de telle manière, c'est quand même extrêmement important. Et puis, dévoiler un usage de drogue, entre dire je fume un joint par semaine et dire je m'injecte de l'héros, ça n'a rien à voir. Dévoiler des violences sexuelles si c'est par quelqu'un de l'institution, pareil, ça n'a rien à voir. Les risques encourus ne sont pas du tout les mêmes. Mais toujours est-il que, en fait, l'autodévoilement, il est empêché socialement par le stigmate, et que fournir des espaces sécurisants et lutter contre les violences de genre, c'est lutter contre la stigmatisation, et c'est permettre aux gens, s'ils en ont envie, de s'exprimer sur comment leur vécu impacte le terrain et comment le terrain impacte leur vécu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah, qui puisse d'avoir tenu le timing en fin de journée et sur un rythme qui nous a particulièrement en plus tenu en haleine. Est-ce qu'on s'autorise une ou deux remarques, questions, si vous voulez, avant de conclure la journée? Je sais que tout le monde est fatigué et qu'on a plein de choses à faire encore ce soir et de l'énergie à prendre pour les jours à venir. Merci, parce que je pense que c'est une vraie question. Je pense qu'on ne se la pose pas assez souvent, et on se la pose pas assez souvent, déjà nous, quand on accueille des stagiaires. Parce que bon, là, c'est dans le cadre de votre doctorat. Mais c'est vrai qu'on accueille des stagiaires. Moi, j'étais confrontée à des problématiques avec des très jeunes, confrontée effectivement à des patients addicts, et on sentait qu'il se passait quelque chose, quoi. Et je pense qu'on n'est pas assez vigilant sur les stagiaires. Avant, on faisait des entretiens, on accueillait nos stagiaires. Aujourd'hui, ça passe. Les infirmiers, les élèves infirmiers passent, les élèves psychos, les élèves éduques. Et en fait, on ne prend plus le temps de discuter avec eux de leur vécu. Alors, on ne leur demande pas de se dévoiler, mais déjà de dire, est-ce que venir dans un service addictos, qu'ils ne choisissent pas toujours. Les infirmiers ne choisissent pas vraiment. Les éduques, pas forcément toujours. Les psychologues, oui, un peu plus quand même. Mais je pense que c'est un vrai sujet sur lequel on n'est pas assez attentif. Et quand on reçoit des jeunes comme vous qui venaient faire des études dans nos services, c'est pareil. Je crois qu'on doit être, nous, en tant qu'accueillants, être hyper attentifs à comment on vous accueille. Et la question de l'hypocrisie de la société sur nos consommations, que ce soit nous ou nos enfants, je pense que c'est un vrai sujet. Beaucoup de gens aujourd'hui sont encore dans le déni ou ils ne dévoilent pas, parce que ça reste quand même encore un tabou. Et c'est vrai que c'est ce que vous avez raison, c'est comment on peut nous travailler sur la déstigmatisation et la représentation pour nos patients si nous-mêmes on ne fait pas ce travail-là et qu'on n'ose pas parler de nos consommations ou de la consommation de nos proches. Voilà. Après, donc merci. Merci beaucoup. Ça, je le dis dans l'article, les deux personnes que je connais qui ont fait leur autodévoilement, donc Jean-Sébastien Fallu et Karl Hart. Bon, Karl, il a fait fort parce que il est noir américain, il a dit qu'il consommait des opiacés, etc. Mais c'est quand même deux personnes avec des carrières installées. Ces deux hommes, moi honnêtement, je ne sais pas si je conseillerais à quelqu'un qui n'a pas un CDI, un loyer, etc., de le faire. Mais en tout cas, oui, c'est une question complexe. Mais moi, je sais que c'est vrai qu'on est en même temps, mais quand on reçoit des nouveaux professionnels dans nos structures d'addictos, moi je pose quand même la question du rapport au produit. Parce qu'on a déjà eu des expériences. J'ai en tête une secrétaire qui était adorable, mais qui en fait ne voyait dans tous les patients qu'elle voyait que son propre fils, qui lui-même avait une problématique d'addiction. Si on avait pu en parler, et que, du coup elle est partie, et elle est partie pas bien, c'était pas confortable pour elle. Si
si on avait pu l'évoquer plus, ou si elle avait été en capacité de dire, bah oui, dans ma famille, je suis confrontée, et on aurait peut-être pu l'accompagner autrement. Mais c'est vrai que ce sont des questions qu'on ne pose pas assez, et on devrait être beaucoup plus vigilant avec les gens avec qui on travaille. Ce qui ne doit pas être non plus, le but d'en parler, c'est pas de dire, ah bah, vous ne pouvez pas venir. C'est comment vous le gérez. On a des patients experts aujourd'hui dans nos services, ça nous permet quand même des gens confrontés à la difficulté de l'addiction, mais qui viennent quand même dans nos services, on ne leur demande pas de faire une analyse urine au matin. Oui, et puis je tiens à préciser qu'on peut être consommateur de drogue et pas dépendant. Et moi, personnellement, le fait d'avoir été et d'être consommatrice, je n'aurais pas pu faire la thèse que j'ai faite en 4 ans si je n'avais pas consommé des drogues avant. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'économie d'un coût d'entrée phénoménal. Enfin, on n'a pas à apprendre par cœur ce que ça fait, on le sait. Donc je ne dis pas qu'il faut prendre des drogues pour être bon là-dedans. Je dis que ça ne décrédibilise pas forcément de prime abord, quoi. Et à mon avis, il ne faut pas forcément poser la question, mais en tout cas dire qu'il y a l'espace pour en parler si la personne le souhaite. Oui, savoir éventuellement si ça peut poser problème et qu'on est là pour pouvoir entendre. Ouais. Parce que c'est quand même pas... C'est vrai que la prise en charge en addictologie n'est pas anodine, parce que là on parle d'addicto, mais derrière il y a le trauma, ça c'est sûr, et on a aussi les traumas vicariants qui existent, et si on ne travaille pas avec nos professionnels, on peut les mettre en difficulté. Merci. Bon, je sais qu'on a dépassé le temps, je vais essayer d'être très rapide. Merci beaucoup en tout cas pour toute cette démarche très inspirante. Bon, j'ai plein de questions, etc. Mais juste une qui me taraude un peu, et vous ne devez pas forcément y répondre, c'est quel a été l'impact finalement sur votre vie professionnelle et même personnelle de ce dévoilement Alors, on sait qui nous appelle, on ne sait pas qui nous appelle pas. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on me sollicite moins pour des congrès, des enseignements, etc. Je n'ai jamais ressenti clairement que j'étais décrédibilisée ou refusée dans des événements ou dans des démarches scientifiques par rapport à ça. Après, je pense que la personne qui me décrédibilise par rapport à ce que je viens de dire, elle ne me le dira pas, clairement. Donc, et puis, il y a 1000 manières de refuser une publi, une com. Je ne peux pas devenir paranoïaque en disant... En tout cas, je ne le ressens pas pour le moment, mais encore une fois, les gens qui ne m'invitent pas, je ne le sais pas par définition. Je ne peux pas savoir s'ils m'auraient invité si je n'avais pas fait cet article, en fait. Je préfère ne pas me poser la question. En tout cas, ma carrière n'est pas au point mort depuis que j'ai sorti l'article. L'article a plutôt eu des bons échos. Alors, sans surprise, j'ai eu droit à des hommes d'un certain âge plutôt pâles qui sont venus m'expliquer que c'était complètement inutile ce que je faisais sur LinkedIn. Mais franchement, j'ai eu beaucoup plus de retours positifs que de retours négatifs. Et le fait d'être en lien avec des personnes qui ont déjà fait leur autodévoilement et, c'est peut-être terrible à dire, mais qui sont installées dans le milieu, ça aide, en fait. Ça donne une crédibilité, alors que ça ne devrait pas jouer, mais ça en donne une. Après, sur le plan perso, je ne l'ai jamais trop caché dans ma vie perso. Et puis, je ne raconte pas... les détails non plus, je ne suis pas en train de raconter... Enfin, je dis, voilà, dans quelle catégorie je peux m'intégrer, mais on sait que cette catégorie, elle peut vouloir dire 1000 choses. Donc, sur le plan perso, cet article-là n'a pas eu de retentissement. Après, si j'ai sorti cet article, c'est parce que j'ai écrit un livre qui n'est pas scientifique, qui s'appelle « Entre Chien et Louvre », qui est un essai féministe, et qui est en partie autobiographique. Et du coup, si j'ai sorti cet article, c'est aussi parce que je me suis dit, maintenant que j'ai parlé de ma consommation dans ce bouquin-là, ça me paraît cohérent. Et ce bouquin-là, par contre, ça a fait du bazar. Mais c'est un autre sujet. Non, mais ma question, c'était aussi en termes d'intégrité, etc. Ah, je me sens mieux. Alors, par contre, je flippais bien avant de vous en parler, honnêtement, parce que je ne savais pas du tout à quel... C'est la première fois que j'en parle de cet article dans un congrès. Surtout la THS, on va pas se mentir, on n'est pas dans un congrès très orienté communautaire tout le temps. Donc merci déjà beaucoup pour vos réactions bienveillantes. C'est stressant, mais moi je reste convaincue que ce que j'ai fait, c'était la meilleure chose à faire pour moi et pour mon travail à moi. Voilà. Mais la question que vous posez sur la place qu'on peut avoir en tant qu'observateur, c'est comme pour les photographes de guerre. Oui. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interagit? Est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on n'agit pas? C'est compliqué. Hein. C'est vraiment une question éthique. Oui, les journalistes, etc. Bien sûr. Ok, je vous propose qu'on continue les discussions autour de consommation ou pas. Bonne fin de soirée à tous et puis à demain pour de nouvelles aventures ou à tout à l'heure. Merci beaucoup.